Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Charlotte. Bonjour. Ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir papoter dans Just in Tunes. Merci à toi. Je suis ravie de passer d'auditrice à interviewer, entre guillemets. Yeah. C'est vrai que tu es une auditrice du podcast et d'ailleurs, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu m'as papoté sur Instagram. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour ta prise de contact. Je savais qui tu étais de loin, donc je suis d'autant plus ravie de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, du coup, je m'appelle Charlotte Le Gall, je suis la fondatrice de l'agence Humanoia. J'ai 36 ans, mais ça fait depuis mes 13 ans que je rôde autour de l'industrie du disque, on va dire, ou du web plus particulièrement. Je suis une passionnée de musique depuis toujours. Je parle souvent d'un déclic que j'ai eu à l'âge de 16 ans, qui était moi en train de regarder les clips, qui était déjà mon activité principale et préférée, à l'âge de 16 ans, et je suis tombée 7 ans, pardon. Et je suis tombée sur un clip de Michael Jackson. Et de ce jour, je me suis dit, je veux travailler auprès des artistes. Je savais que je voulais pas être artiste. Autant j'adore les écouter, autant le faire loin de moi, cette idée. Okay. Donc voilà. Et puis, de mes 7 ans jusqu'à mes 13 ans, j'avais pas spécialement de possibilité à part apprendre un peu tout ce qui se faisait et tout ce qui pouvait se lire dessus. C'est-à-dire que même, comme par erreur, mon père était abonné à un magazine qui s'appelait Musique Info Hebdo, qui était un magazine spécialisé sur l'industrie du disque, mais pour les professionnels. Et c'était parmi mes premières lectures. Donc, certains avaient des mangas ou des livres. Moi, j'avais ça, cette revue de professionnels pour les pros. Et du coup, ce chemin a continué. Mes parents pensaient que ça allait me passer, mais ça ne m'est jamais passé. Et à l'âge de 18 ans, j'ai quitté ma Bretagne pour aller à Paris et tenter un peu cette aventure parisienne. Et comme je savais que je voulais travailler auprès des artistes, mais pas spécialement quoi, du coup, j'ai un peu dit oui à chaque proposition. C'est-à-dire que, du coup, je suis partie, j'ai passé un peu à mes 13 ans, en fait, je commençais déjà à créer des sites internet. Parce que c'était mon seul accès du fin fond de ma Bretagne, d'accéder quelque part, en fait, à des artistes que j'appréciais. Et j'ai commencé à créer des petits sites. À l'époque, déjà, le digital n'était pas du tout présent. Donc, je dis ça, mais c'était il y a 23 ans. Wow. Donc ça fait un petit bout de temps, et du coup je me suis fait un peu repérer comme ça par des artistes que j'appréciais. Ça m'a commencé à me créer un petit réseau. Et effectivement, quand je suis partie sur Paris, j'ai eu un premier poste auprès de Fun Radio, qui m'a demandé du coup d'appeler les clubs et de booker des DJ. J'ai fait de la programmation dans des petites salles de concert à Paris. J'ai dit oui aussi pour faire passer des castings sauvages pour la Star Academy. Donc, j'enregistrais, je cherchais les talents, parce que je passais beaucoup de temps dans les piano-bars parisiens. Et du coup, je me suis fait remarquer un peu comme ça par les équipes de casting dans des malls. On me dit, mais tu connais beaucoup de chanteurs? Oui, j'adore ça. Du coup, voilà, j'ai travaillé avec une boîte un peu dans le streaming, etc. Et puis, je tapais un peu à toutes les portes possibles et imaginables. Mais effectivement, j'avais pas d'études. Donc, j'avais une belle porte dans la figure à beaucoup de mes tentatives d'accéder à plus gros, c'est-à-dire les maisons de disques. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire un CV de la vie. Et j'ai accepté énormément de propositions gratuites. Pendant 5 ans, j'ai pas touché un euro grâce à la musique. Et puis un jour, il y a une porte qui s'est ouverte, et c'était celle de chez Universal Music. Et après, il y en a plein d'autres qui se sont ouvertes. Voilà. Waouh, ok. Tu as quitté la Bretagne à l'âge de 18 ans, c'était après le bac ? Après le bac, ouais, complètement. C'était un peu le deal avec
avec mes parents. Et puis, je pense que j'aimais trop et je respectais trop mes parents pour partir sans. Donc, en gros, s'il y avait un peu un pacte, même si eux pensaient qu'ils allaient quand même me tenir et ont essayé de me tenir quelques mois de plus, où j'ai tenté la fac de droit, mais ils ont essayé de me faire une petite carotte en me disant que j'allais me spécialiser dans le droit des artistes. Mais au bout de 3 mois sur les bancs de la fac, je me suis dit que c'était vraiment pas ça et que j'avais trop envie de tenter l'aventure, quoi. Donc, et il y avait des écoles à ce moment-là qui étaient beaucoup trop inaccessibles, en tout cas pour les moyens de ma famille. Et du coup, voilà, je suis partie. J'avais la chance d'avoir une tante sur Paris qui m'a hébergée pendant 1 an et qui m'a permis aussi de partir, quoi. Ok, donc en fait, tu t'es formée vraiment sur le terrain. Dès que tu es arrivée sur Paris, que tu as du coup gratté à la porte de tout le monde, c'est le terrain en fait qui a fait que tu es montée en compétences, qui a grossi ton CV et qui t'a permis au fur et à mesure de gravir les échelons? Complètement, en fait. Je suis une parfaite autodidacte, mais je pense plus parce qu'au final, bon, déjà, j'ai une vraie soif d'apprendre, mais je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas spécialement énormément de choses, ou énormément d'écoles ou de choses comme ça. Donc, et puis, même au niveau du digital, c'était du très, très geek, soit c'était, enfin, voilà, il n'y avait pas spécialement ces formations-là. Donc, on va dire que je suis autodidacte par défaut, parce que j'avais pas d'opportunité et je continue à l'être et je suis une curieuse infatigable et je passe sans mentir entre 3 et 5 heures par jour à écouter des podcasts, des tutos, des youtubeurs, etc. Tout le temps parce que j'adore ça, quoi. Donc voilà, autant j'ai un grand frère qui travaille aujourd'hui chez Spotify, ce qui est marrant parce que du coup il a rejoint le monde de la musique alors qu'il n'était pas du tout dans ce milieu, mais lui il a un bac plus 11. Wow. Et au final très 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 scolaire, et moi j'étais celle derrière qui au final ne voulait qu'une chose, c'était partir de l'école, mais parce que déjà bretonne et que quand je disais que je voulais travailler auprès d'artistes là-bas, c'était la rêveuse, quoi. C'était inconcevable. J'ai pas du tout une famille dans ce milieu-là et voilà. Mais ça a été une évidence pour moi de toute manière que j'avais pas de plan B. C'était travailler auprès des artistes. Maintenant, c'est vrai qu'entre travailler auprès des artistes et se dire quoi, il a fallu que je teste plusieurs choses. Bien sûr. Donc, tu as commencé par du booking. Et comment est-ce que tu es arrivée petit à petit dans le digital, dans la communication ? En fait, le digital a toujours été plus ou moins là parce que, effectivement, à l'âge de 13 ans, je commençais à faire mes premiers sites internet. Et j'ai toujours continué parce que j'avoue que j'adorais faire ça. Et puis, c'était un gros manque, en fait, dans le milieu artistique au tout début. J'ai commencé par le booking, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas spécialement ce genre de choses. Maintenant, je voulais tester pas mal de choses et du coup même j'ai adoré tout ça parce que ça m'a montré une vision assez globale aussi du développement d'un projet artistique. Mais pour être hyper honnête, à l'âge de 21 ans, 22 ans, je crois, pour la première fois de ma vie, j'ai pris un billet d'avion et j'ai commencé à voyager. Et je me suis dit, j'aime trop ça aussi et je veux que mon bureau soit transportable. Donc j'ai tendance à dire que je suis une digital nomade. Bon, bien entendu, on est dans une période un peu particulière où j'ai pas bougé depuis un certain temps, mais je me suis promis en fait avoir cette vie où je pouvais transporter mon bureau et travailler si je voulais de San Francisco, en Grèce, un peu partout dans le monde, juste avec l'ordinateur et pas avoir la nécessité d'avoir un bureau physique. Donc le digital est devenu hyper naturel et puis j'ai eu la chance que ça soit mine de rien un plein boom, quoi. Bah oui, c'est sûr. Il y a quelques instants, tu disais que c'était Universal qui t'avait donné ta vraie première chance. C'était un poste salarié ? En fait, j'ai accompagné une artiste qui a signé chez eux et en gros, ils m'ont dit on n'a pas de budget pour le marketing web, mais en gros, t'es là, donc si tu veux bosser pour le développement du projet, ok. Et en fait, du coup, je l'ai fait gratuitement. Et au bout de 3 mois, ils se sont rendus compte que ça avait une valeur.
Et ça, je dis ça, effectivement, je ramène ça à l'époque où même Facebook n'avait pas une place immense. Donc, à l'époque, c'était compliqué d'embaucher quelqu'un et de payer quelqu'un pour du digital, etc. Et alors, je vais l'avouer officiellement, mais du coup, 3 mois après, j'ai passé un entretien avec eux parce qu'ils voulaient savoir un peu ce que je pouvais faire à leur côté. Et ils m'ont demandé si je savais faire ci, ça, notamment du montage vidéo, etc., etc. Et j'avoue, j'ai dit oui à tout. À savoir que je ne savais faire à peu près que 25-50% de ce qu'ils me demandaient. Mais je me suis dit, je ne peux pas louper cette opportunité. Donc je vais dire oui. Et je me formerai sur le tas. Dans l'urgence, quoi. Voilà. Ok, d'accord. C'était quel artiste que tu accompagnais, si c'est pas trop indiscret? Alors, elle s'appelle La Rousseau. Mais non, ok. Voilà. Et donc toi, tu le dis pas. C'est une de mes très très bonnes amies. On se connaît depuis des années et des années. Et effectivement, voilà, en 2009, on a ressorti un projet ensemble et je l'avais accompagnée sur effectivement pas mal d'éléments en fait sur toute sa communication et voilà. Et elle a eu la gentillesse aussi au final de dire à la maison de disques, à Universal, c'est top, je signe avec vous, mais j'ai mon équipe, donc est-ce que vous la voulez bien à mes côtés, quoi. Donc voilà. Super. Trop bien. Est-ce que juste avant d'entrer chez Universal, tu avais déjà lancé ton entreprise ou tout ce que tu faisais, c'était en version bénévole? J'avais commencé à lancer mon auto-entreprise parce que, alors du coup, ça a été les beaux. Quand Fun Radio m'a proposé un boulot chez eux, moi j'avais à peine 19 ans, j'étais pas du tout formée dans l'entrepreneuriat et en fait ils m'ont demandé de créer un statut de société, etc. Chose que j'ai faite et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis partie de chez Fun Radio, c'est qu'en fait je me suis retrouvée avec plus de charges d'URSSAF, des choses comme ça. Moi j'ai foncé la tête baissée à 19 ans, j'ai monté ma société et je me suis retrouvée avec plus de charges à payer que ce que je ramenais. Voilà, donc j'ai vite fermé ma société, j'ai monté une auto-entreprise assez rapidement, mais il a fallu qu'effectivement aussi que je me forme sur le tas sur les statuts de société, etc. Quoi, parce que c'était pas. En plus de ça, effectivement, moi j'étais dans une phase où même si j'avais besoin de manger et de payer un loyer, j'aimais tellement ce que je faisais que je ne prenais pas la valeur de il faut que je gagne ma vie, quoi. Donc je faisais pas attention à ça. Ok. Voilà. Tu es restée combien de temps chez Universal? Je suis restée 11 ans chez Universal et ça s'est stoppé pour le Covid. Mais alors du coup, j'étais pas en exclusivité avec eux. Ça a été aussi une des discussions qu'on avait eues au moment de l'embauche, c'était savoir si je préférais être de chez moi ou chez eux. Et j'avoue que je préférais de chez moi. Donc du coup, voilà, parce qu'à cette époque-là, j'étais un peu un oiseau de nuit et encore une fois, j'étais un peu hors code et hors case et j'adorais travailler la nuit, comme je préférais ne pas spécialement me réveiller très tôt le matin et du coup, ça m'arrangeait pas mal, quoi. Ok. Et donc, c'est en parallèle que tu as construit ton agence de com? Exactement. Donc, ça a d'abord été une auto-entreprise et puis au bout d'un moment, au final, j'avais signé chez Universal, j'avais signé chez Warner, j'avais signé chez Sony, qui était un peu le Graal, j'avoue, même si je suis pas restée, c'était sur un projet spécifique et voilà. Mais le jour où je suis rentrée chez Sony, j'ai vu des posters partout de Michael Jackson et là, je me suis dit il y a un des rêves qui s'est réalisé et en fait j'avais soif de découvrir autre chose. J'ai déménagé et je suis partie vivre en Belgique. Alors pourquoi la Belgique? Tout bêtement parce que c'était soit le Canada, soit la Belgique. Je voulais partir dans un pays francophone parce que j'avais pas un niveau d'anglais assez fort à ce moment-là et le Canada, j'avais pas envoyé mes papiers assez tôt pour pouvoir partir et vivre. Donc je suis partie vivre en Belgique pour essayer de, entre guillemets, apprendre encore d'autres choses, etc. Et j'ai donc monté une autre forme de société à ce moment-là et j'ai commencé à vouloir développer aussi la communication en Belgique. Et ce qui était fort, c'était au final que tous les artistes belges voulaient marcher en France et tous les artistes français rêvaient de tourner en Belgique. Donc il y avait un ping-pong qui était logique et puis j'étais qu'à 1h30 de Paris, donc c'était plus ou moins facile. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, tu avais à la fois une casquette de salarié, mais aussi une casquette d'entrepreneur. Et en plus, avec tous les projets que tu avais autour artistiques, parce que tu n'étais pas qu'avec un seul artiste, sans compter les projets bénévoles. Comment tu t'organisais avec tout ça, là? Je dormais pas beaucoup.
Je dormais pas beaucoup. Je pense Pourquoi que ça j'ai ne dû m'étonne pas? travailler. Eh oui, il y a pas de, il y a pas de secret, hein, mine de rien. Effectivement, j'ai grandi moi avec une maman qui me disait ce dont tu rêves, il faut le visualiser pour que ça arrive. Et mon père à côté qui me disait bah, si tu veux quelque chose, il faut travailler très fort. Donc le mix des deux m'a fait comprendre qu'effectivement il fallait travailler fort. Et comme j'étais autodidacte et pas la légitimité d'avoir un beau diplôme et un bac+5 et tout ce qu'il fallait, bah et puis bon, j'aimais ça en fait. Hein. Il faut aussi se dire que j'étais en capacité de travailler 20 heures par jour, 7 jours sur 7, parce que quand presque je voulais avoir des hobbies à côté, mon hobby c'était mon métier. Et voilà, donc même si aujourd'hui à 36 ans, je dois l'avouer, je lève le pied mine de rien et j'utilise mieux ce temps et je suis plus trop dans cette démarche de faire 20 heures par jour parce que en fait j'estime que le temps d'ennui permet aussi la créativité et etc etc. Donc je suis passée voilà, j'ai fait un gros travail sur moi même si il me reste encore pas mal de boulot pour comprendre aussi que voilà, j'ai le droit de lâcher prise de temps à autre. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé. Comment j'ai jonglé en travaillant très fort et créer des capacités, à presque écrire en même temps sur 2 ordinateurs et avoir, en tout cas, j'avais une discipline de cerveau assez forte, essayer d'être focus sur plusieurs choses à la fois, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, en quoi consiste ton métier? Si on peut s'y trouver un métier, un seul, à mon avis, tu en as plusieurs. Essayons de le résumer en une seule phrase. En gros, j'essaie d'accompagner les artistes au développement de leurs projets, mais alors du coup, spécifiquement sur le digital. Mon métier a pas mal changé parce qu'effectivement, il y a encore quelques années, je faisais du développement web à plusieurs degrés, c'est-à-dire que je faisais les réseaux sociaux, j'accompagnais sur la presse web, je faisais tout les ça, sites web. mais en fait... des sites web, bon, j'en fais toujours. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même beaucoup plus accompagner sur la partie stratégie des artistes parce que, mine de rien, j'ai eu le bonheur dans ma vie de croiser beaucoup d'artistes et de pouvoir faire un peu un constat de ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, mine de rien. Et du coup, tout ça m'a emmené vers une autre réflexion, une autre manière d'envisager mon métier. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est la stratégie digitale, de la vraie réflexion autour de ça, du consulting coaching d'artistes et du coup de l'encadrement autour du développement de leur visibilité web. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne poste pas sur les réseaux sociaux pour les artistes, mais je les encadre et je les conseille sur des plannings, sur quand écrire quoi, sur quelle plateforme, etc. Je fais de la formation sur les réseaux sociaux parce que moi, j'estime qu'effectivement, il faut faire comprendre comment ça fonctionne, effectivement, quel est le fondement d'un Facebook, d'un YouTube, d'un Instagram, etc. pour pouvoir en fait obtenir ce qu'on veut des réseaux. C'est qu'effectivement, il faut aussi réfléchir sa présence. Donc, c'est vraiment autour de la formation de consulting. À côté de ça, je fais bien sûr les outils et j'adore encore, c'était mon premier métier finalement, j'adore faire des sites internet. Ça reste quelque chose qui, voilà, moi, si on me propose d'aller, je sais pas, certains ont le hobby de la PlayStation ou des choses comme ça, j'ai le même plaisir à faire un site internet. Donc voilà. Je fais du graphisme, même si j'estime être une très bonne exécutante, mais j'ai appris ce métier par défaut, entre guillemets, parce que je courais toujours après les graphistes quand je faisais des sites internet. Mais à côté pour ça, j'ai aussi une équipe à côté, une indépendante notamment, qui s'appelle Amandine Comte, qui est un talent absolu. Et du coup, graphisme et de la vidéo, donc toutes les capsules, adaptations pour les formats des réseaux sociaux. Waouh, ok. Et ta vie d'humaine, du coup, maintenant, est-ce que tu l'as un peu plus? Oui, ça y est, j'ai un peu, depuis, j'avoue, j'ai eu ma crise de la trentaine où je suis partie vivre à San Francisco toute seule avec mon MacBook et mon chien. Et je me suis posé toutes les questions existentielles possibles et imaginables. Et effectivement, depuis, j'ai réussi à trouver un équilibre, même si ça reste, ma passion reste très, très présente dans ma vie. Très bien.
Rembobinons un tout petit peu et parlons un petit peu de stratégie digitale, réseaux sociaux. C'est, comme tu le sais, c'est quand même un peu la bête noire de certains artistes, si j'ai pas envie de dire tous les artistes. C'est quand même un endroit d'angoisse parce que ils sont tentés soit d'acheter des vues ou des robots, soit de tout poster, soit de ne rien poster, soit de poster des trucs qui n'ont pas de sens ou de ne pas être réguliers. Bref, c'est le Far West, cette histoire, alors que c'est un réel outil, un vrai levier d'acquisition, un vrai levier de visibilité. Bref, de l'or en barre. Quels sont les premiers conseils que tu peux donner aujourd'hui à un artiste pour l'aider à mettre en place sa stratégie digitale au service de son projet? Effectivement, comme tu dis, c'est la bête noire et c'est encore pire à mes côtés parce qu'en fait, je les emmène au fond d'eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la première question, c'est un peu, on appelle ça aux États-Unis la méthode Find the Why. Ouais. Effectivement, c'est d'essayer de trouver son pourquoi, en fait. Moi, ce que je fais, c'est d'essayer de gratter un peu derrière l'artiste parce que je me suis rendu compte que déjà, trouver les objectifs de pourquoi on fait de la musique, de qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, de qu'est-ce qu'on a envie de que les gens retiennent de nous et le pourquoi on fait ça. C'est déjà en fait quelque chose où les artistes ne sont pas en fait amenés à faire ce travail sur eux assez souvent, et pour moi, c'est vraiment la base. Et ça permet en fait de guider toute une équipe autour. Parce que du coup, le fait d'arriver à la stratégie maintenant, qui était un passage obligatoire pour travailler avec moi, s'il n'y a pas de stratégie, j'accompagne pas en consulting ou quoi que ce soit. Parce que je ne peux pas savoir où emmener l'artiste si je ne sais pas où il veut aller, en fait. C'est ça. Et entre ce qu'il pense désirer et ce qu'il communique et ce qui est le vrai fond, moi, j'ai ma propre vision et je peux peut-être l'emmener ailleurs. Donc, vraiment, le pourquoi du comment, c'est déjà la première chose à se poser comme question. Et ça permet en plus, après, par rapport à la stratégie digitale, de savoir, OK, ça, c'est ta raison. Donc maintenant, on va réfléchir pourquoi tu es sur un tel et tel réseau social et qu'est-ce que tu vas apporter. Et alors vraiment, en fait, moi, c'est en plus, je sélectionne les projets sur lesquels je travaille. C'est-à-dire que j'ai tendance à parler de projets positifs, à impact positif. Okay. C'est un peu particulier dans la musique, mais c'est quelque chose qui est assez fondamental pour moi. Je pars du principe, et c'est ma raison de presque de vivre, c'est que les artistes, pour moi, changent le monde. Et c'est eux qui bousculent un peu les sociétés, les sujets justement sur l'égalité, sur tellement de choses que, par exemple, quelqu'un qui m'envoie un message, enfin son projet où je vois des flingues partout sur les clips, etc., ou qui prône peut-être la dévalorisation de la femme, c'est quelque chose où je n'irai pas. Je pars du principe qu'effectivement, tant qu'à faire, à passer énormément de temps, je vais défendre des projets auxquels je crois parce qu'il y a quelque chose de positif à amener sur l'ouverture du monde. Et voilà, et je suis une fan de Michael Jackson, entre autres, mais pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a eu un impact énorme sur l'écologie dans ma vie, ce qui fait qu'effectivement, même à chaque projet signé dans mon agence, un arbre est planté. Et du coup, voilà, c'est des tout petites choses comme ça qui font partie des fondements de ce que je suis. Ce qui a été aussi, du coup, ma stratégie à moi, c'est de savoir pourquoi je faisais ça. Et je me suis aussi posé ces questions. Donc, je pense réussir à avoir cette légitimité de demander aux artistes le pourquoi du comment. Et du coup, j'en ai oublié ta question. Eh bien, les conseils pour mettre en place sa strat, du coup. Mais le premier, en tout cas, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le pourquoi. Moi, je dis souvent aux artistes qui m'entourent que tout doit émaner de leur musique. Sans ça, on peut dire tout et n'importe quoi, ça ira nulle part parce qu'on ne sait pas sur quoi on se base. Et si on n'a rien à dire, autant se taire en vrai, tu vois. Donc, ton pourquoi, c'est la clé et le message, c'est juste, on va dire, la définition de ton pourquoi. C'est j'ai un truc à vous dire, les gars, et voici ce que j'ai à vous dire, et voici comment je l'exprime dans ma musique, et voici comment est-ce que j'ai envie de le montrer sur le web et dans la vraie vie. Et ça, en plus, c'est vrai que l'authenticité, c'est quelque chose qui va tenir sur des années. Parce qu'effectivement, c'est ce qui peut rattraper des artistes sur du long terme. Si, effectivement, il n'y a pas d'authenticité dès le début, ça peut leur retomber dessus. Et là où je suis la plus heureuse du monde, c'est que même à un moment, j'ai essayé de m'éloigner de la musique. Et du coup, je
parler plus de culture dans mon travail. Je travaillais effectivement avec France Télé sur des séries, je travaillais sur des documentaires, sur d'autres choses que de la musique, parce que j'avais l'impression que du coup la musique perdait un peu son sens et ses messagers. Et là, on a l'immense chance d'avoir des porteurs de messages magnifiques. On a des artistes qui s'engagent. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort et je sais plus qui disait ça de chez Universal Music Publishing. En gros, les artistes qui se démarquent, venez pas à nous voir, en fait, on vous trouvera. Et aucun artiste qui a explosé aujourd'hui n'a pas un truc en plus, quoi. Et à l'époque où effectivement il y avait des Jason Mraz ou des artistes comme ça qui sortaient et en fait tout le monde essayait de reproduire la même chose, ça fonctionnait pas de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'une Christine and the Queen, elle est unique, une Iseult, elle est unique. On a des artistes The Weeknd, même si très influencés par Michael Jackson, etc. Ce sont des artistes qui sont totalement atypiques et qui sortent de nulle part. Stromae, tous ces artistes-là, finalement, c'est le fait qu'ils soient uniques, qu'ils soient eux, qui leur ont permis en fait d'obtenir cette visibilité-là aussi. On les aime pour ce qu'ils sont, au-delà de leur musique. Absolument. En plus, quoi. Absolument. Donc du coup, si on reprend ma question de comment est-ce qu'on peut réfléchir à mettre sa stratégie digitale en place, eh bien déjà, se regarder soi-même, savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on a à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Exactement. Ensuite, du coup, effectivement, c'est peut-être aussi voir ses faiblesses et ses forces. Il faut pas se mentir, dans ce milieu, c'est difficile de faire tout seul. Moi, j'ai tendance à dire appuyez-vous sur vos forces et déléguez un peu vos faiblesses, même si c'est important pour un artiste de se former et d'écouter des podcasts comme tu le fais, parce qu'effectivement, c'est en apprenant aussi l'écosystème dans lequel on fonctionne qu'on arrive à comprendre chacun des métiers, chacun des intervenants. Effectivement, c'est important de s'entourer aussi au moins d'une personne, parce que j'ai tendance aussi même à dire, si vous n'arrivez pas à convaincre une personne de vous accompagner dans votre musique, ça va être plus compliqué aussi de convaincre tout un public à côté, quoi. Donc pour moi, c'est essayer d'avoir aussi un espèce de binôme pour accompagner le projet par la suite. Et si on parle du digital, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de créer. On est dans une société d'algorithmes où effectivement la régularité et la densité de contenu est importante. Donc bien entendu, il faut faire attention à la qualité du contenu, mais effectivement, quand un Riley s'explose parce qu'il se met au défi de faire les Realest Sundays avec une nouvelle prod chaque dimanche, très certainement ces 52 prods sur une année n'ont pas été exceptionnels, mais en fait, ça lui a permis de pratiquer, en fait. Et la différence entre un bon musicien et un très bon musicien, il faut pas se mentir, c'est la quantité de travail qui passe sur son instrument, sur sa voix, sur son projet. Donc, effectivement, en fait, pour moi, il y a déjà la base de tout du travail. D'abord, la musique, le projet, et après, en fait, tout le reste à côté. Mais pour ça, sur le digital, c'est la même chose. Il faut tester, s'entourer sur ses faiblesses, parce que il n'y a pas à apprendre toujours à chercher à combler ses faiblesses. Il y a des gens qui ont d'autres capacités à faire, et en fait, si on mise sur ses forces, du coup, on sera que plus fort dessus, toujours. Donc voilà. Peut-être le seul conseil que je donnerais absolument, c'est de faire attention à YouTube. Combien d'artistes me disent j'ai une chaîne YouTube mais je sais pas la gérer. YouTube, c'est le premier moteur de recherche de musique au monde et c'est le premier réseau social aux États-Unis. C'est indispensable d'être un artiste et d'être sur YouTube. C'est là où on a envie d'écouter de la musique, quoi. Voilà. Mais voilà, après ça, c'est toute une stratégie et c'est du vrai sur mesure en fonction des projets, quoi. Alors, je veux bien que tu nous donnes quelques tips par rapport à YouTube, parce qu'effectivement, nombreuses chaînes YouTube qui sont à peine optimisées avec un nom d'artiste ou même des vidéos, enfin bref, tu vois de quoi je parle. Quels sont les premiers conseils pour travailler sa chaîne YouTube, essayer d'être plus visible ? Déjà, la première chose, c'est d'optimiser l'intégralité de sa chaîne YouTube. J'entends par là les habillages, les liens vers les différents réseaux sociaux, etc. En plus, il existe un truc super qui a été lancé, c'est YouTube Academy. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-former grâce à YouTube qui nous donne des conseils. Donc voilà, donc conseille, allez voir là-dessus. Et ensuite, de faire attention, effectivement, YouTube, c'est un diffuseur de vidéos.
mais il peut pas comprendre en fait ce que vous uploadez si quelque part vous l'aidez pas un peu. C'est-à-dire qu'effectivement un bon titre, une bonne description, des tags, ajouter. En fait, essayer de mettre ça, c'est valable pour tous les réseaux sociaux quelque part. En fait, il faut utiliser leurs fonctionnalités pour pouvoir être optimisé aussi, quoi. Après YouTube, il y a 3 choses qui sont très importantes. C'est la qualité de ce qu'on apporte dans une vidéo, donc la valeur de la vidéo, donc la valeur ajoutée. Donc bon, ça, pour un musicien, effectivement, ça peut être aussi une histoire en fait, le PK avec une histoire bien personnelle. Il y a la qualité de l'image et du son. Ça, c'est, s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Voilà. Et après, il y a la personnalité. Il faut essayer de faire un mix des 3, à savoir qu'effectivement, YouTube aussi, c'est un réseau qui a vocation très certainement à remplacer beaucoup de télé. J'avoue, moi, j'ai plus de télé chez moi depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, depuis 20 ans, je pense, depuis que je vis seule presque. Depuis que tu vis qu'avec ton ordinateur, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, du coup, voilà, il faut imaginer quand même que les gens aussi. Moi, j'ai un rétroprojecteur, je regarde YouTube sur mon rétroprojecteur qui fait du 3 mètres sur 1,50 m. Voilà, optimiser la qualité, la qualité sonore, etc. Maintenant, on a la possibilité, parce que j'entends pas mal d'excuses, hein, mais on a quand même la possibilité, même ne serait-ce qu'avec des téléphones, de faire quelque chose de super. Donc, voilà, YouTube, j'aurais tendance à imaginer et à conseiller en tout cas que c'est un réseau qui a vocation à durer, contrairement aux réseaux sociaux, effectivement comme Facebook, où c'est un peu du contenu qu'on diffuse, mais ça a vocation quand même à disparaître, parce que personne ne va chercher dans le fil d'actualité ce qui a été partagé il y a 6 ans, contrairement à YouTube, où effectivement on a la possibilité d'avoir des traces de tout, quoi. Donc faites attention à ça. Et alors, du coup, petit tips en dehors, mais effectivement, même les vidéos de live, souvent, en fait, je vois beaucoup d'artistes qui ont que des vidéos de live sur leur YouTube et qui n'ont pas les moyens d'un Stromae ou d'une Clara Luciani d'avoir des super bons lives. Du coup, faites attention à essayer peut-être de demander à vos proches si c'est audible et si la qualité vidéo est bonne, parce que avec le digital, on est tout seul derrière notre téléphone ou derrière notre ordinateur. Et si on n'a pas ne serait-ce qu'une bonne qualité sonore, une bonne qualité visuelle, du coup, ça va pas donner l'effet escompté et on va plus perdre l'auditeur que lui donner envie de venir voir, quoi. Parce que ça, moi, je le déconseille souvent, les vidéos de live, si on n'a pas bien travaillé ça, quoi. Totalement d'accord avec toi. Et je voulais faire un point sur les autres réseaux sociaux. Parce que souvent, les artistes ont aussi envie d'être de partout. Tu sais, Snapchat, TikTok, Facebook, Insta, Twitter. Et puis, si tu pouvais y en avoir d'autres, il y en aurait d'autres. Et du coup, dispersion assurée et panne sèche de créativité et de contenu sur pression. Bref, ça lâche l'affaire très rapidement. Surtout quand on leur dit qu'il faut créer des contenus différents par réseaux sociaux. Voilà, c'est ça, parce qu'une stratégie par réseau social, évidemment. Sinon, ça ne sert à rien parce qu'on retrouve tout partout, pareil, au même moment. C'est ça. Choisissez un réseau social déjà dans lequel vous êtes bien, mais aussi là où se trouve votre cible, votre audience, votre persona, vos auditeurs, quoi. Les gens qui vont devenir vos fans. Ne soyez pas sur bien, Snapchat. tu le dis pour moi. Ne soyez pas sur Snapchat si vous visez la ménagère de 50 ans. Elle n'y sera pas. Voilà. Ou TikTok. Quoique, maintenant, TikTok, ça laisse un peu dubitatif. Il y a moyen. Mais bon, voilà. Choisissez quand même un réseau social sur lequel vous êtes bien et sur lequel il y a votre audience, parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Et développez en priorité donc un réseau social de votre choix, YouTube évidemment, et allez-y à fond. Et quand vous êtes à l'aise et que vous voyez qu'il se passe des choses aussi ailleurs et que votre audience s'y trouve, ajoutez ça. Mais chaque chose en son temps, quoi. Faites pas tout en même temps, sinon c'est la galère. Ouais, surtout que les réseaux sociaux, c'est aussi la régularité. Donc, si on apparaît et qu'on disparaît parce qu'on se décourage, voilà. Et souvent, quand je donne mes formations, finalement, je me retrouve à former sur seulement 3 réseaux sociaux, qui sont YouTube, Facebook et Instagram, qui restent encore un peu les mastodontes. Et en fait, moi, je pars du principe que mieux vaut intégrer un seul réseau en dehors de YouTube, parce que pour moi YouTube c'est l'indispensable absolu et ça c'est vraiment si je devais passer une formation d'une journée et parler des 3 réseaux sociaux, je pense que je prendrais jusqu'à sur 8 heures, je prendrais 7 heures pour parler de YouTube et 1 heure pour parler des autres, c'est pour dire. Et en fait à partir du moment où on se met sur un réseau
un réseau, qu'on arrive à comprendre son fonctionnement, quand on va sur un deuxième, on arrive aussi à comprendre parce qu'en fait, on a déjà attrapé des codes des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on comprend que quand on poste sur Facebook un lien vers YouTube et qu'on se dit ah oui, mais en fait Facebook il gagne de l'argent en gardant ses internautes le plus longtemps possible, voilà, sur la plateforme. Donc, il n'a aucun intérêt à vous renvoyer vers un site concurrent, etc. Et quand on comprend ce genre de choses, en fait, on arrive à comprendre le fonctionnement de chacun des réseaux sociaux. Et en fait, il faut en créer une habitude, quoi. C'est vraiment essayer de créer une habitude à poster pour pouvoir en fait y prendre du plaisir. Et c'est souvent la problématique que j'ai aussi avec les artistes, c'est que je travaille avec des très gros projets et des artistes indépendants. Et souvent, les très gros, certes, ils ont plus d'actualité, ils ont plus de tout ça, mais sont en gestion totale de leur réseau parce que c'est aussi le seul lien qu'ils ont avec leur public, mais ils adorent ça. Alors que les artistes indépendants, à chaque fois, et c'est une tannée, alors que c'est pile à ce moment-là qu'ils doivent, eux, faire le job aussi pour créer un lien avec les gens, pour aussi écouter leur retour, parce que c'est les premiers retours les plus importants. Et c'est comme ça qu'on commence, quoi. Donc, voilà, c'est sûr. Moi, je dirais YouTube, Instagram, Facebook, et après on pense au reste. Voilà. Ouais. Même si effectivement sur un projet urbain peut-être que Facebook c'est pas la cible, etc. Qu'il faut avoir conscience de tout ça, mais de toute manière ça reste quand même le plus gros des réseaux. Et commencer comme ça avant de vous lancer sur le reste pour moi. Oui, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, je connais déjà la réponse, mais je préfère quand même poser ma question. Doit-on déléguer la gestion de sa communication dès le début de son projet ? Non, il faut pas déléguer. Il faut se former en fait. Il faut se former et comprendre. Pourquoi ? Parce que de toute manière, une agence de com, si vous prenez une agence de com dès le début, l'agence de com elle va faire passer son temps à vous demander du contenu. Donc voilà. Et tant qu'à faire, c'est bien de savoir le pourquoi elle vous demande le contenu et comment on va le dispatcher, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Et souvent, de toute manière, moi j'ai des projets indépendants qui viennent vers moi et que quand ils me disent leur budget, je leur dis, mais ne le dépensez pas dans une agence de com à votre niveau, en fait. Prenez le temps d'apprendre et créer du contenu parce que, en fait, les premiers euros doivent véritablement se dépenser dans la création de contenu, quoi. C'est ça le Graal, quoi. C'est les réseaux sociaux. Il faut pas oublier que ce sont des diffuseurs qui ne créent pas de contenu et, en fait, ils se servent du vôtre pour pouvoir exister. Donc, à partir du moment où vous leur donnez du contenu et idéalement de qualité, et puis ils auront tendance à se dire que ça valorise leur plateforme et ils vont vous donner la visibilité que vous attendez, quoi. Donc, non, après, moi, de toute manière, les premières actions à faire en tant qu'artiste indépendant et au début de tout, c'est de se former, quoi. C'est vraiment de se former pour éviter de faire des grosses bêtises et sur plein de choses parce que maintenant, j'ai même d'anciens artistes avec qui j'ai travaillé qui viennent me voir aussi pour me dire j'ai pas signé de contrat avec le studio dans lequel je suis, etc. Mais en fait, ils possèdent tous mes titres. Toutes ces choses-là, en fait, mine de rien, avec une petite formation sur chacun des secteurs un peu dans la protection de l'artiste et dans tout ça, c'est indispensable pour éviter certaines erreurs qui sont de toute manière certaines sont un peu inévitables et c'est important de les faire parce qu'on apprend. Mais tant qu'à faire, si on peut éviter les grosses, c'est bien. Oui, absolument. Et donc oui, la formation et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a la formation seule, comme tu as dit, il y a YouTube Academy, il y a énormément de formations en ligne, gratuites ou payantes. C'est hyper important de se former pour comprendre, pour être autonome. Et au moment où vous aurez envie de déléguer ou les moyens de déléguer, au moins ce sera en connaissance de cause. C'est quand même vous qui êtes maître de votre projet et de vos décisions, normalement aussi, au passage. Donc, si vous dites oui, faut dire oui parce que vous savez pourquoi vous allez dire oui et pas parce que on laisse faire, on donne totale confiance, etc., etc. Par rapport aux réseaux sociaux, vous bossez pour votre projet, pas pour Facebook ni Instagram. Donc, vous créez du contenu pour vous de base. Donc, je te rejoins totalement, Charlotte, quand tu dis, dans ces cas-là, si vous avez un peu de budget, faites-le pour créer de la vidéo, pour enregistrer des choses de qualité, et pas pour tout dépenser en pub Facebook, et pas pour tout dépenser dans une agence de com, parce que de toute manière, il vous faudra du contenu. Donc, votre projet, votre contenu, et ensuite, apprenez à mettre ça en avant et à utiliser des plateformes qui sont juste vos outils. Exactement. Et en plus, il faut être assez réaliste. Pas que financièrement ou quoi que ce soit, il faut être réaliste par rapport au temps qu'on a dans la semaine, quoi.
Ouais. Et effectivement, il y en a qui ont des 35 heures à côté, il faut bien manger, faut bien se loger, il y a tout ça. Mais en fait, effectivement, quelqu'un qui passe 100% de son temps sur son projet artistique, il avancera forcément plus vite que quelqu'un qui passe 1 heure par jour ou 1 heure par semaine. Donc, soyez réaliste par rapport à vos objectifs aussi, quoi. Faut pas penser que ça arrive comme ça, toujours en un main non plus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement, de temps, et ça, c'est incompressible, ce temps de formation, et on apprend pas mieux qu'en agissant, quoi. À mon sens, après, voilà, parole d'autodidacte, mais pour moi, j'apprends à chaque fois que je fais, quoi. Oui, faisons un micro-point débat. Que penses-tu des personnes qui achètent des vues, des followers, juste pour la fame? En fait, ces gens, ils sont gravement punis par les algorithmes des plateformes. Donc, effectivement, ça, moi, je raconte souvent une anecdote que j'ai eue il y a quelques années. C'est un manager artiste qui voulait que je fasse la communication de son artiste, qui avait plus de 35 000 likes sur Facebook, au point où il s'était fait programmer dans une salle à Lille de 2000 personnes par le programmateur, en fait, qui avait organisé ça. Et en fait, ils se sont retrouvés 3 dans la salle, pour l'organisateur, l'artiste et le manager. Et effectivement, il faut imaginer ça, en fait, quand vous achetez des faux fans. C'est qu'il n'y a personne derrière, quoi. Il n'y a personne derrière. Et en plus de ça, effectivement, c'est nettement découragé par tous les algorithmes et toutes les lois un peu de ces réseaux sociaux, parce que ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert véritablement à rien, à part vous faire ramer, parce que combien d'artistes viennent vers moi, et en plus, ça se voit en 3 secondes. 3 secondes, on peut savoir quelles sont les vues qui ont été achetées ou quoi. Donc, ça a été une méthode à un certain moment, et les très gros s'en sont servis. Donc, on ne peut pas cracher sur les artistes indépendants qui ont fait. Il y avait, dans les Fnac, il y avait des directeurs de labels qui allaient acheter tous les CD de leurs artistes pour qu'ils arrivent dans les tops et pouvoir justement attirer les médias. Ça s'est toujours fait plus ou moins, même à l'époque iTunes, on pouvait acheter 500 fois un titre, et à l'époque 500 fois, ça nous permettait de rester quelques heures numéro 1. On a toujours vu ce genre de choses, sauf que ce genre de choses, quand on achète les CD, quand on achète un titre sur iTunes, ça rapportait de l'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, si on vendait un CD 15 €, il y a une grosse partie qui revenait encore à la maison de 10, donc c'était moindre. Sauf que là, en fait, quand on se bat à acheter des fausses vues sur YouTube, des faux likes sur Instagram, en fait, on est tout de suite vu par les algorithmes de ces plateformes qui vont vous punir, en fait. Donc, moi, c'est un combat que j'ai sans cesse, c'est cette rapidité que vous n'aurez pas, et ça vous dessert, en fait, complètement. C'est ça. Absolument. Mais c'est fou, parce que l'exemple que tu viens de dire avec la salle de concert, tu vois, moi, ça m'est jamais arrivé, en tout cas dans mon environnement proche, mais ça a été toujours un exemple que je donnais aux personnes qui venaient me voir pour travailler avec eux et qui me disaient: mais Justine, du coup, si on bosse ensemble, tu m'assures combien de vues? J'étais là: bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Déjà, c'est quoi ta musique? Parce que je peux pas te garantir des vues si ta musique n'est pas de qualité et s'il n'a pas de public, en fait. Ça, c'est la grosse problématique dans le digital, c'est qu'on attend toujours des chiffres, alors qu'en fait, on ne pense pas que déjà, montrez-nous la qualité de votre projet, la qualité des vidéos, parce qu'effectivement, il y a plein de choses. Même moi, la manière dont je réfléchis les campagnes marketing pub, et ce qui est drôle, c'est que j'ai le parallèle de maison de disques, etc., parce que je travaille encore avec des grosses majors aujourd'hui, notamment TF1 Musique et Play2, et on travaille les campagnes marketing totalement différemment qu'avec les artistes indépendants. Et les artistes indépendants, je leur dis: montrez-moi le contenu et on verra combien on y met dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'abord la qualité du contenu qui est primordiale avant le marketing. Et sur les artistes plus connus, quand parfois on pousse un peu, c'est qu'on est en train de remarquer qu'il y a un post qui marche mieux que les autres. Et c'est dans ces cas-là, en fait, on attend de voir un peu ce qui se passe avec l'algorithme, et c'est dans ces cas-là qu'on va pousser le marketing, en fait, et qu'on va pousser un peu de budget, parce qu'il y a quelque chose d'anormal, entre guillemets, qui se passe, de positif. Et voilà, c'est comme... moi, je déteste le mot buzz. Ça n'existe pas. C'est trop compliqué. On ne peut pas travailler pour un projet buzz. C'est quelque chose qui se fait... généralement sur des contenus qu'on n'a pas du tout prévus, quoi, comme des succès parfois sur des titres qu'on avait décidé de pas mettre dans un album. C'est une rencontre à un moment précis avec le bon titre ou le bon clip, etc. C'est pas quelque chose qui se calcule. Ça, c'est rarement calculé. Mais oui, c'est impossible de donner des noms de followers
activables, etc. Parce qu'effectivement, enfin, on ne peut pas promettre 1500 nouveaux abonnés en fonction d'un calendrier ou quoi que ce soit. Parce que déjà, la différence d'un artiste qui va vouloir publier 2 fois par semaine parce qu'il n'est pas en capacité de faire plus, ou de celui qui va publier 15 fois par semaine, ça c'est déjà un profil totalement différent. Et chaque projet est vraiment différent quoi, dans sa qualité, dans sa capacité de produire du contenu, sur plein de choses. Quoi. Je suis d'accord sur tout. On aurait pu faire un On débat, s'auto-valide. mais du coup, ouais, on s'auto-valide, c'est ça. Quelles sont tes expériences professionnelles les plus marquantes ? Je crois qu'en fait, je vais citer le parcours d'un de mes amis qui s'appelle Moziman. J'ai eu le bonheur de le connaître, il avait 17 ans. Okay. Et là où ça m'a marqué, c'est qu'effectivement, c'était un gamin qui... Je dis gamin parce que, bon, j'ai 2 ans de plus que lui, mais à l'époque, il avait 17 ans. Voilà. Et il jouait dans les pianos-bars et dans les restaurants au piano. Il faisait du jazz et juste après, il partait en club pour mixer. Il avait 17 ans, il était étudiant et il faisait déjà tout ça. Et c'est quelqu'un que j'ai vu, il a gagné, certes, à Star Academy, etc. On est venu le chercher. C'est quelqu'un que j'ai vu se battre très longtemps pour exister de par cette étiquette de Star Academy, alors que c'était pendant des années, il a été dans le classement des meilleurs DJ au monde, qu'il a tourné partout, etc. J'ai eu le bonheur d'être aux premières loges de tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, mais qui est la continuité en fait de son talent que crée depuis des années, etc. C'est la beauté d'un artiste sincère, authentique, qui s'est longtemps battu contre lui-même d'ailleurs, parce qu'il avait il chante excessivement bien, mais il avait cette étiquette de DJ et les deux fonctionnaient pas trop en France. Très certainement parce qu'il pensait que ça ne pouvait pas marcher et qu'au final, en 2019, je crois, il a sorti son projet Outside the Box, où effectivement, il a fait une vidéo en expliquant que tout ça, c'était lui, en fait, et qu'il s'était battu aussi contre ses démons. Et c'est au moment où, en fait, l'artiste a rencontré l'humain qu'il est et qu'il a accepté un peu tout ce qu'il était en disant, voilà qui je suis, et je vais faire, en fait, ce que j'aime, quoi, sans penser à, effectivement, ces étiquettes qu'on essaye de me mettre. Je vais sortir de cette box dans laquelle j'ai jamais pu être, en fait. Je suis toutes ces facettes. Et en fait, de voir de ses 17 ans à... Mince, pardon, Quentin, 32, 33, on compte plus maintenant. Et du coup, être aux premières loges de ça, c'est magnifique. C'est magnifique de le voir grandir et de voir que maintenant, il est triple disque de platine en ayant produit l'album de Grand Corps Malade, que maintenant, son téléphone, il sonne tout le temps pour ses productions. Il a une vraie patte à lui. Et c'est que le début, en plus de ça, pour moi, parce que c'est l'un de nos plus artistes talentueux qui soit. Très certainement, je suis pas hyper objective, mais c'est un très bel humain qui est resté le même gamin qu'à l'époque. C'est un grand rêveur, un grand gentil, et dans ce milieu, ça fait trop du bien. Et il manque pas de talent, mais voilà. C'est pour dire qu'avant d'obtenir son triple disque de platine en produisant des titres, etc., il y a beaucoup d'années de travail parfois, et qu'effectivement, ce cheminement artistique aussi, entre un gamin passionné et cette rencontre de lui-même et à ce qu'il est aujourd'hui, au final, c'est magnifique. Ça a été, je pense, à ce jour la plus belle des choses. Maintenant, après, il y a plein de choses qui sont magnifiques qui me sont arrivées. J'ai eu le bonheur de faire les bus de Maître Gims, d'habiller la tour de TF1 avec son image. J'ai fait des choses, de travailler aussi pour des associations caritatives pour la musique. Et grâce à la musique, j'avoue, j'arrive pas à avoir quelque chose de précis en tête. C'est passé des choses magnifiques et j'ai l'impression que ça allait très très vite et à la fois que ça monte à des décennies entières ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est le début aussi pour moi où j'ai l'impression qu'en fait, je sais encore plus où je veux aller et ce que je veux apporter aux artistes, quoi. Pour en revenir rapidement sur Quentin Mosimann, j'ai enregistré un épisode avec Romane Henry, qui a été une super fan archi collée et investie dans la carrière de Quentin. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est que ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. C'est que Quentin, il a travaillé de ouf
pour arriver au point où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est investi. Et il travaille encore plus de ouf. Bah oui, du coup, il y en a encore plus parce qu'il y a encore plus de taf. Mais il s'est investi sur tous les pans de son projet et il s'est entouré de personnes autour de lui pour pouvoir le développer, ce fichu projet. Et aujourd'hui, alors c'est pas une consécration parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de consécration, on continue, c'est le développement logique. Il n'a pas volé sa chance. Il n'a pas volé tout ça, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, ce que tu viens de dire, c'est que ça confirme en fait le taf qu'il faut faire, que, encore une fois, le buzz n'existe pas, que c'est un ensemble d'actions mises bout à bout avec des rencontres et des initiatives des avancées, quoi, tout simplement. Des sacrifices aussi, beaucoup de sacrifices, parce que Quentin, il a sacrifié une grosse partie de sa vie familiale, etc. Parce que quand tu joues en club pour tous les Noëls, pour tous les Nouvel An à travers le monde, en Asie, etc., beaucoup, ça reste aussi une grosse part de sacrifice. Je ne pense pas qu'il y ait tout le monde qui soit en capacité de faire ça non plus, quoi. C'est ça. Mais c'est plus fort que lui. Plus fort que lui. Et c'est là aussi où moi, quand on me demande parfois mais comment on fait pour réussir dans la musique, j'ai tendance à dire il faut que ça soit viscéral, il faut que ça soit un plan A, parce que c'est quelque chose de dur, il faut pas se mentir, c'est dur. Mais en fait, après, moi, on me demanderait d'aller travailler, ne serait-ce que même avec le plus gros des salaires dans un boulot qui ne m'intéresse pas, je ne serais pas en capacité de le faire. J'admire ces gens qui arrivent à faire quelque chose de leur quotidien, mais ça, c'est en fonction des objectifs de chacun. Peut-être que c'est ce qu'ils trouvent à la maison qui les rend heureux et pas le travail en soi. Mais en tout cas, pour réussir dans un milieu comme l'industrie du disque, il faut être sacrément passionné. C'est obligatoire, quoi. On ne peut pas juste vouloir se dire ça a l'air sympa, j'aimerais bien le faire, quoi. Il faut que ça soit viscéral. Et ça, c'est valable pour les artistes et les pros. Exactement. En parlant de pros, comment est-ce que tu as développé ton réseau autour de toi ? En fait, je me suis pas vraiment, il y a pas longtemps, je me suis posé la question un peu parce que j'ai l'immense bonheur de pas démarcher d'artistes. Et souvent, je me suis dit, mais comment ça m'est arrivé ? Et en fait, quand je rebobine un peu ma vie, pendant 5 ans, j'ai travaillé gratuitement à tous les projets possibles et imaginables, même des projets qui m'affectaient pas spécialement à une époque, mais parce que j'avais la soif d'apprendre et que je savais que quoi qu'il arrive, j'allais apprendre. J'étais passionnée de musique, donc j'étais tous les soirs de ma vie parisienne dans les pianos-bars jusqu'à 4-5 heures du matin, et j'allais travailler dès 9 heures après. Donc, on va dire que ce réseau, je l'ai fait aussi sur le terrain comme ça. Et après, en fait, je suis très curieuse et j'adore les gens. Donc, maintenant, j'avoue que j'ai un peu moins le temps, la possibilité de le faire. Je ne sais pas comment je trouvais le temps à l'époque. Mais bon, ça devait être ces 20 heures. Mais j'aimais rencontrer tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, je proposais beaucoup des cafés d'été autour d'un verre avec des artistes, avec des gens qui travaillaient dans les labels, avec des bookers, avec un peu tout le monde. Et mine de rien, en fait, c'était ce plaisir que je prenais. Je ne l'imaginais pas du tout comme quelque chose qui allait développer mon réseau. Mais ça a été le cas, en fait. Et maintenant, on va dire qu'effectivement, il ne faut pas se mentir, hein, quand on ouvre une porte, ça aide beaucoup à en ouvrir d'autres. Et du coup, quand on travaille avec les plus gros, par exemple, moi, je travaille avec TF1 aussi maintenant parce que Play2 m'a conseillé, et à côté de ça, j'avais un autre label qui m'avait conseillé. Je travaillais avec M6 Interaction parce que, enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui au bout d'un moment, c'est un petit cercle et du coup, voilà. Et moi, je sais que je suis appréciée par les professionnels et les grosses structures parce que juste, je suis assez réactive. Et comme dans ce milieu, on a toujours besoin de travailler dans l'urgence, j'ai su être réactive. Donc, je sais que j'ai ma carte un peu à ce niveau-là là-dessus. Et par rapport au réseau, sinon, je donne des formations et des ateliers du coup sur la stratégie digitale et les réseaux sociaux. J'en ai beaucoup donné en Belgique. Maintenant, avec le Covid, ça s'est stoppé. Et là, je vis du coup dans le sud de la France maintenant, et je travaille avec des structures qui m'envoient un peu dans les centres culturels et les MJC du coin. Et c'est comme ça aussi que je développe le réseau. Mais faut aussi se le dire, c'est un petit milieu, mine de rien, et qu'on finit tous par se connaître, quoi. Absolument. Et j'imagine que ce réseau-là que tu as construit au fur et à mesure, aujourd'hui, c'est aussi hyper important de l'avoir pour que tu puisses développer ton projet en management.
Moi, je pensais que c'était un défaut, tu vois, parce que je me suis dit, les gens me connaissent comme une agence de com. Et j'ai toujours fait ça. Et du coup, je me suis dit, ça va être un défaut, en fait. Ça va être un défaut, etc. Et j'ai pas utilisé mon réseau classique pour, en tout cas, le développement de cet artiste. Bon, après, j'ai aussi volontairement choisi dans un premier temps, volontairement oui ou non, parce qu'en fait, ça a été l'histoire d'une rencontre d'un musicien hyper talentueux, mais qui, je pense, se rendait pas compte de son talent et qui avait des gros manquements en com et en communication même d'humain, parce que c'est un artiste qui est vraiment un peu dans sa bulle et avec plein d'envie de composition, mais qui est totalement éloigné de ce milieu, mine de rien. Et en fait, moi, je pense qu'il m'était arrivé aussi, c'était le moment dans ma vie où on s'est tous les deux rencontrés, au moment où lui, il n'avait pas spécialement confiance en grand monde, mais en fait, il s'est passé un feeling qui a fait que il avait besoin de quelqu'un pour faire grandir son projet. Et moi, j'étais au moment dans ma vie où je me suis dit, je suis frustrée parce que quand on travaille la com, parfois, on intervient 3 mois sur un projet, parfois 6 mois, parfois, quand c'est des projets majors, ça dure plus longtemps, mais il y a quand même cette frustration parfois de voir passer des talents immenses, mais faut de moyens, faut de plein de choses. En fait, je me sentais un peu démunie face à ces projets et de ne pas pouvoir les emmener où je voulais. Et du coup, le management a toujours été un peu dans ma tête, même si je m'étais dit, en fait, il faut quand même que ça prend pas mal de temps. Et cette rencontre s'est passée au bon moment. Mais alors, du coup, j'ai choisi un artiste qui est compositeur et il fait du néoclassique, il fait du piano solo. Donc, c'était un projet qui est pas habituel dans ma vie professionnelle parce que rares sont les compositeurs qui développent véritablement une com. Parce que lui, son projet, clairement, c'est les playlists et la synchronisation de ses titres sur des films, des séries, etc. Donc, c'est encore un autre métier. Donc, je pense que je me suis aussi... c'était un bon marchepied pour la suite. Et du coup, j'ai pas utilisé mon réseau pour lui. Par contre, du coup, je me sens de plus en plus... légitime et je vois qu'il y a beaucoup de managers de toute manière qui ont eu cette même frustration de ne pas pouvoir accompagner des projets aussi loin qu'ils auraient pu dans des fonctions de tourneur, dans des fonctions d'agence de com, d'attaché de presse, etc. Donc je suis en train de me rassurer moi-même avec ça et voilà. Est-ce que dans ce projet-là avec ton artiste, il y a aussi une part édition ? À ce stade, pas encore, mais oui, ça fait partie de mon apprentissage. Je pense clairement que de toute manière, ma volonté est d'aller sur du 360 en fait, artistique et voilà. Et je suis aussi ultra méga passionnée de vidéo et en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que la vidéo a une place immense dans ma vie depuis toujours. Je suis autant passionnée, j'ai autant aimé Michael Jackson pour sa musique que pour ses clips, que pour ce qu'il était en capacité d'emmener. Et du coup, Jordan a été aussi un bon juste milieu entre tout ça. Mais oui, donc l'édition, le management, la production et la création de contenu vidéo, oui, maintenant, effectivement, chaque chose en son temps, il y a tout qui s'apprend. Ce sont des métiers, effectivement, où je me forme actuellement aussi. J'apprends beaucoup de choses et je pense que ça sera step by step, tout comme effectivement, j'ai pas l'intention d'avoir 10 artistes en management au commencement parce que ayant travaillé aussi auprès des maisons de disques et en voyant un peu la différence entre certains des projets travaillés et d'autres, c'est qu'on peut pas travailler, en fait, on peut pas demander à quelqu'un de se battre corps et âme pour trop de projets d'un coup en développement. Je pense que voilà, c'est plus honnête avec Jordan, en tout cas, de commencer à bien le développer avant d'imaginer la suite, quoi. Ok. On arrive tout doucement près de la fin. J'ai une toute petite dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose ? J'aurais bien aimé aborder effectivement le sens des artistes dans notre société. Je dis ça pourquoi ? C'est que je pense que je suis quelqu'un d'assez engagé et que on en parlait un peu plus tôt et je suis ravie en fait de l'engagement des artistes, mais pour moi effectivement il y a vraiment cette rencontre avec la société et les artistes et je pense que j'adorerais faire un débat là-dessus parce que j'adore des artistes comme Pomme, comme Camilla Jordana, comme Iseult, même si je le dis, Iseult, sa manière de communiquer parfois m'arrête et à la fois je suis admirative de cette femme
de cet artiste, de ce qu'elle est capable de faire, etc. Et c'est quelque chose qui me touche énormément et qui, pour moi, en fait, est l'essence même de mon métier et de mon envie de défendre les artistes. Et j'aimerais, en fait, même si j'imagine qu'effectivement ce podcast est plus écouté par des artistes et des professionnels, mais moi j'ai à cœur un jour de montrer l'envers du décor des artistes et du sacrifice que c'est aussi. Je suis ravie de voir de plus en plus de documentaires sur des projets, sur des instants T, d'enregistrement ou des choses comme ça, parce que effectivement aussi les artistes consacrent leur vie à leur art et je pense qu'il faut aussi réveiller un peu le public à ce niveau-là et presque de dire que d'acheter un vinyle, un CD ou des choses comme ça reste un acte militant aujourd'hui et que ça valorise aussi le travail des artistes. Bon, on n'a pas parlé de streaming non plus, qui est important. Bon, oui, voilà, il faudra faire un épisode 2. On fera un épisode 2 avec grand plaisir. Par rapport effectivement à l'engagement qu'ont certains artistes, c'est vrai que, encore une fois, on repart du message, on repart des valeurs que la personne a envie de dire. C'est d'intérêt général, en fait, tout simplement. Et la musique, ça se véhicule, ça se sent, ça se ressent, ça se chante, ça se danse, ça s'écoute, mais surtout, ça se comprend. Et avoir un message clair et dire les choses comme on les ressent. Et en plus, si on peut apporter du positif, mais pas que, mais aussi faire changer certaines choses, c'est gagné en fait. Et c'est là pour ça. L'art est là pour ça, pour dire les choses, pour faire bouger les choses, pour aider la société à évoluer. Exactement. Même si, avec la petite nuance, effectivement, qu'il ne faut pas non plus qu'on demande à tous et tous d'avoir un engagement dingue non plus, et que parfois en fait ça se découvre sur le chemin et que j'ai pas envie qu'on décourage certains artistes en début aussi à se trouver et à comprendre un peu le pourquoi du comment il fait ça sans avoir des valeurs affirmées, etc. Mais c'est souvent aussi pour ça qu'on aime écouter un artiste. Par exemple, je suis pas une grande fan musicalement d'un Julien Doré. Par contre, je vais être toujours curieuse de voir ce qu'il fait dans ses clips, d'écouter ce qu'il a à dire sur l'écologie, sur le droit des animaux. C'est aussi une autre facette qui fait que, en gros, je suis curieuse de cet artiste et il m'apprend en fait aussi certaines choses, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est important pour moi, la culture. Aide les sociétés, quoi, complètement. Effectivement, on n'est pas du tout en train de vous dire qu'il faut absolument que vous preniez une cause en main et que vous soyez un étendard, en fait, et que vous deviez porter le monde entier sur vos épaules. C'est simplement que vous avez vous-même des valeurs, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez le droit de le dire. Et qu'en le disant, vous allez aussi permettre à d'autres personnes de le dire. Mais c'est pas une obligation, en tout cas pas quand on lance un projet. Ça peut être possible et ça a sa place pour. Mais soyez à l'aise aussi avec ça. Et à la fois une valeur de vouloir en fait changer, apporter du bonheur et de la joie dans la vie des gens et les divertir, c'est aussi une valeur magnifique. Donc voilà, c'est vrai que sans rentrer dans des extrêmes, on peut avoir la volonté absolue de divertir les gens et c'est déjà super aussi, quoi. Ouais, absolument. Et puis faisons un petit point streaming du coup. On se refera un épisode 2, il n'y a pas de souci, parce que là, du coup, on est sur un sujet énorme sur le stream. Qui nécessite des heures. Mais oui, c'est ça. Franchement, on va se faire une masterclass, Charlotte. On va faire un truc, obligé. En parlant YouTube et streaming, on est obligé. On peut pas ouais, c'est pour le bien aussi de nous en tant qu'auditrices de musique et passionnées, d'accompagner les artistes à mieux se connaître et à mieux se faire connaître pour pouvoir les avoir aussi dans nos oreilles, quoi. Absolument. Le streaming, on ne le néglige pas, sachant qu'en plus, Spotify est quand même un bon réseau social quand on parle de playlist, quand on parle d'informations qu'on peut mettre à l'intérieur. Spotify for Artists, ça existe pour vous, les gars, donc prenez-le en main, déjà de base. Je te laisse rajouter tout également ce que tu as Apple Music for Artists, Deezer Backstage. Après, voilà, c'est important d'effectivement de réfléchir à ça, de réfléchir au streaming dans sa stratégie, en fait, parce que ça reste, même si je crois que c'est que numéro 3 sur les outils de découverte de musique, mais ça reste effectivement une possibilité de se faire découvrir à travers le monde. Et c'est pour ça aussi que
Maintenant, vous avez la possibilité quand même avec le streaming d'être écouté partout dans le monde. Quoi. Il y a des phénomènes un peu comme du Aya Nakamura qui a été dans le top 3 des Pays-Bas, dans des pays qui comprennent même pas notre langue. C'est important de viser loin par rapport à ça et de bien prendre conscience qu'effectivement ces plateformes prennent une place forte, même si effectivement la rémunération des artistes est moindre et qu'on peut faire énormément de débats là-dessus. Mais en tout cas, c'est un outil de découverte magnifique et penser fortement à ce développement-là sur ces plateformes, effectivement, ne serait-ce que customiser son profil sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, et toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Voilà. Mais effectivement, ça nécessite toute une masterclass. Absolument. Et c'est pas parce que la musique est facilement distribuable sur les plateformes de stream que ça y est, ça en fait une carrière. Je sais pas toi, mais moi, je n'ai jamais vu d'artistes sur des playlists si la musique n'était pas de qualité. Donc, encore une fois, être diffusé ne signifie pas faire carrière. Pensez à la qualité de votre musique, pensez à tout l'écosystème que vous mettez autour de votre projet. Les playlists, c'est quand même le saint graal du stream. C'est hyper important d'arriver à rentrer dans une playlist pour toucher d'autres auditeurs qui écoutent a priori votre esthétique musicale. Donc pensez à la qualité de votre musique, de vos photos. Ça, c'est le first, hein, c'est la première chose qu'on doit dire en fait dans tout, en fait, quoi qu'il arrive, c'est d'abord la musique, quoi. Après, vous pourrez même avoir la meilleure communication du monde si vous n'avez pas bien travaillé votre art, bien enregistré ou quoi que ce soit, c'est la base absolue, quoi. Mais c'est important de le rappeler parce que maintenant c'est quand même assez simple de distribuer sa musique, que ce soit sur YouTube ou en stream. Du coup, il y a quand même un vrai clivage entre les personnes qui sont pros qui sont amateurs et pensent tout de suite devenir pro parce que c'est diffusé, et les personnes qui sont vraiment pros et qui essayent de se faire vraiment une place. Tu vois, il y a quand même une vraie différence. C'est un métier. Ouais. Après, du coup, quand tu dis se faire une place, si on peut même préciser qu'il y a entre 40 et 60 000 nouveaux titres qui sont distribués tous les jours sur les plateformes de streaming. Voilà. Déjà, ça permet de relativiser quand on se dit je ne peux pas rentrer dans cette playlist. Voilà. Il faut avoir ce chiffre en tête quand même. Qui est une fourchette, mais c'est énorme en fait. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on a la possibilité maintenant de s'enregistrer presque tout seul et de lancer ça pour entre 5 et 9 euros sur des distributeurs qui permettent d'envoyer ça partout. Donc, mais c'est pas le tout, quoi. Et d'ailleurs, moi, mon artiste s'est fait repérer comme ça. En fait, il a eu sa musique et a été propulsée par Spotify. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 13 millions de streams. On est autour des 21 millions aujourd'hui. Et c'est véritablement la qualité de sa musique et aussi d'une ambiance, parce que mine de rien, il fait de la musique dite peaceful. Qui du coup fait du bien, et c'est aussi ces consommations de playlists qui sont par rapport à des thématiques musicales qui sont importantes à prendre en compte, quoi. Oui, absolument. Encore une fois, c'est la musique et c'est aussi la stratégie de votre musique. Si vous faites un album avec toutes les esthétiques musicales parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, ça va être très difficile à votre public de vous identifier et aux diffuseurs de vous mettre dans des playlists. Donc, c'est la cohérence avec vous, votre message, votre pourquoi. Pourquoi vous êtes tout ça, en fait? Tout doit être cohérent, tout doit partir de vous. Exactement, tout part d'eux. Et nous, on vit grâce à ça, voilà. Ouais, c'est ça. Grâce à leur talent. C'est ça, exactement. On a fait un très grand tour quand même, mais effectivement, il y a des questions qu'il va falloir qu'on creuse, mais on se captera ça une prochaine fois. En tout cas, si jamais les artistes ont des questions, ils peuvent te contacter. Oui, sur humanoiamusique.com ou Humanoia d'ailleurs, ou sinon, Charlotte Le Gall sur Instagram, sur Facebook et partout. Tout sera disponible en description de l'épisode. Merci beaucoup, Charlotte, pour tout cet échange, toutes tes infos, ton parcours. C'était absolument génial. Tu reviens parce que du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de faire un nouvel enregistrement ultérieurement. Magnifique. Le rendez-vous est pris quand, on ne sait pas, mais avec grand plaisir. Oui, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à ceux qui ont réussi à écouter jusqu'à la fin. Mais oui, vraiment, merci beaucoup. Non, je pense que là, l'épisode va durer une petite heure. Ça va. On a connu pire chez Justin Tunes. C'est bon. Ça va. À bientôt, Charlotte. À très bientôt. Salut. Bye. Bye.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just In Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintuned.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tuned. Just In Tuned. Just In Tuned. Just In Tuned.